Farlight International propose une série de vidéos basées sur la logique, les faits et la science autant que possible. Et vous avez des questions, nous proposons des réponses et parfois des solutions, euh, toujours avec une vision globale, innovante et créative autant que possible. Aujourd'hui, la question de l'exercice. Est-ce que ça nous rend en meilleure santé? En tant qu'ancien athlète international, cette question a toujours été de mon esprit. Est-ce que ceci rend la société meilleure? Est-ce que ça nous rend meilleurs? Et même continuer à faire son jogging, nager, faire de l'exercice, de la musculation, apporte-t-il quelques bénéfices? C'est une vraie question scientifique. Quels bénéfices, s'il y en a, l'exercice apporterait-il pour notre santé? Est-ce qu'on sera en meilleure santé avec de l'exercice? Pour répondre à cette question, nous devons examiner trois aspects. Le premier, qu'est-ce que la santé? Et ce qui réduit la santé aux mesures que nous vieillissons, et même pourrions-nous retarder le processus de vieillissement? Le deuxième aspect intéressant est de savoir quels sont les avantages de l'exercice et quel type d'exercice est nécessaire. Mais le plus crucial est de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps, dans nos cellules, pour prouver ou réfuter que l'exercice pourrait être utile pour atteindre notre objectif d'être en bonne santé ou de rester en bonne santé plus longtemps. Qu'est-ce que la santé? Ce n'est pas ne pas être malade, simplement pouvoir survivre ou être capable de faire le strict minimum. La santé, c'est d'abord être heureux, si possible, être productif pour soi et pour la communauté, et être capable de faire tout ce dont on désire de faire, physiquement ou mentalement, et de croître dans sa vie quotidienne. Pour la santé, il existe trois leviers. D'abord, une bonne alimentation, c'est-à-dire manger des aliments utiles et sains, et bien sûr en quantité raisonnable. Cela signifie une variété, une diversité, comme pour tout. Et bien sûr, le plus naturel possible. Il est raisonnable et logique d'extrapoler que l'utilisation de produits chimiques pour cultiver, nettoyer ou conserver nos nutriments ne peut pas être un plus pour la santé. Le deuxième levier est le bonheur. Cela signifie être heureux, un peu heureux, donc manger et faire des choses qui nous plaisent. Les restrictions ne sont jamais bonnes. Idem avec l'exercice, ça ne doit pas devenir un fardeau. Le bonheur vient aussi de la réduction du stress. Et il existe deux types de stress, pour simplifier. Le bon stress, qu'on appelle fuir ou se confronter, se battre. La réponse normale de notre corps. C'est généralement court terme et sain pour diverses raisons. Le stress chronique, en revanche, est très négatif, poussant le cortisol et générant une inflammation, par exemple. Réduire ce stress chronique, physique ou mental, c'est le principal pour notre santé. Le troisième levier consiste à faire une quantité raisonnable d'exercice. Nous le verrons plus tard, mais bouger fait partie de notre ADN. C'est le cœur de cette vidéo. Alimentation, bonheur, exercice augmentent le potentiel de santé, ce qui influence toutes les capacités de notre corps à s'adapter, à combattre les maladies grâce à un système immunitaire renforcé, à l'utilisation opportune des hormones qui contrôlent notre corps. Tous ont tendance à affecter notre santé. Des choses que notre corps n'est pas censé gérer, comme la sédentarité, le stress chronique dû à une exposition à long terme de produits chimiques environnementaux ou à des aliments transformés, ainsi que le stress moral dû à de mauvaises habitudes ou des pressions sociales. Ceci génère l'obésité et la surconsommation d'aliments et l'utilisation de médicaments pour résoudre en général un problème et créer d'autres effets secondaires en général néfastes. En fait, la majeure partie de la société n'a jamais eu d'objectif en matière de santé, ni même de ministère de la santé. Nos sociétés ont généralement un ministère des médicaments qui se concentre sur des traitements lucratifs, favorisant toute la chaîne des soi-disant gestionnaires de la santé, du médecin aux autorités sanitaires, en passant par les sociétés pharmaceutiques ou les industries de la santé. Mais c'est un autre sujet. L'autre déperdition de santé inévitable est le vieillissement. Le vieillissement, euh, on parle en général de la durée de la vie, qui peut être très très longue, comme les éponges des eaux profondes, 11 000 ans, une méduse censée être immortelle, les oursins, 200 ans, le palourde, 400 ans, et d'autres mammifères jusqu'à 200, et oiseaux jusqu'à 200 ans. Ou elle peut être très courte, une mouche c'est 15 jours, une éphémère c'est 1 jour, gastrotich 5 jours, et l'abeille 5 semaines par exemple.
Elle peut être aussi longue avec un vieillissement abrupt. C'est le cas du saumon qui éclot et qui vit 8 ans dans les océans et en une semaine après avoir pondu, meurt rapidement. La vie peut avoir aussi des formes radicalement différentes, comme le cas du papillon, qui est un œuf pendant 4-5 jours, une chenille pendant une quinzaine de jours, dans un cocon une quinzaine de jours, et vit sa vie de papillon une trentaine de jours. Contrairement à de nombreux mammifères, l'homme ne change pas radicalement au cours de sa vie, ni ne connaît une sénescence très courte. L'homme atteint son apogée à 20 ou 30 ans, puis ces différents systèmes corporels dégénèrent lentement jusqu'à une fin inévitable. La question donc c'est pourquoi vieillir? Pourquoi avons-nous évolué de cette manière? Pourquoi ne mourrons-nous pas après la reproduction comme pour de nombreuses espèces? Un vieillissement plus lent présentait certains avantages. Cela vient de la capacité d'une reproduction plus tardive ainsi que la possibilité d'une maturité plus lente. Si certains animaux peuvent déjà fuir les dangers quelques heures après leur naissance, l'homme est pratiquement totalement dépendant pendant 10 à 15 ans. Cette lente croissance est probablement liée à un lent vieillissement. L'effet grands-parents a aidé très tôt les communautés humaines. Il y a aussi la question de répertoire d'informations et de la reproduction plus tardive. Mais pourquoi le vieillissement? Comment le remarque-t-on et que se passe-t-il dans le corps? Lopez, Otin et Kramer ont constaté ces altérations spécifiques au sein de notre corps qui sont les marqueurs du vieillissement. Instabilité génomique, détection dérégulée des nutriments, dysfonctionnement mitochondrial, sénescence cellulaire, épuisement des cellules souches et altération de la communication intercellulaire. Deux questions se posent à nous si nous voulons vivre en bonne santé, c'est-à-dire pouvoir faire ce que nous souhaitons physiquement et intellectuellement. Deuxièmement, nous voulons faire ça le plus longtemps possible. Donc, au-delà d'une bonne alimentation, d'une certaine joie de vivre, qu'apporte l'exercice dans tout cela? L'homme était le maillon faible du règne animal. Il n'avait pas de longs crocs, pas de griffes, pas de grande puissance, pas de vitesse comparé aux autres animaux. Quelques changements nous ont aidés à survivre. Notre évolution nous a obligés à chasser nos proies sur de longues distances jusqu'à leur épuisement. Ils nous ont poussés à rester en groupe, à travailler ensemble pour survivre et grandir. L'endurance et la course de longue distance étaient la clé et conduisaient à la perte de poils pour avoir un corps plus frais suite à l'exercice et développer à la place des glandes sudoripares pour refroidir notre corps pendant la course pendant que d'autres animaux devaient s'arrêter et halter. La position debout, bien que moins efficace pour la vitesse, était moins consommatrice d'énergie. Cela nous a laissé les mains libres pour d'autres tâches ou pour l'équilibre et a très probablement conduit au développement de notre cerveau comme nous le verrons plus tard. Depuis l'Antiquité, nous avons remarqué que le sport ou l'exercice était très utile pour éviter certaines maladies. C'est mentionné par Hippocrate, Galien et Rabelais. L'exercice était bon pour le cerveau, le diabète, les caillots. On avait remarqué tout ça depuis très longtemps. Dans le XIXe siècle, certaines études observationnelles ont démontré que les travailleurs étaient plus sains que les autres. Et ça, c'était partout, en Europe surtout, Allemagne, Angleterre. Et le fameux Pierre de Coubertin qui a initié les Jeux Olympiques pour ces raisons-là. Mais c'est au XXe siècle que les études scientifiques sont apparues. Framingham, 10 000 personnes qui continuent encore, qui a duré des décennies, qui montrent que le manque d'exercice est un facteur de risque. Pfaffenberger, avec 7 000 personnes, par exemple, montrait que l'exercice intensif est protecteur pour les maladies cardiaques. L'étude à Baltimore montrait le vieillissement exceptionnel des personnes faisant de l'exercice. Le Cooper Center avec les fameux 10 000 pas par jour et bien d'autres. Le manque d'exercice conduit à d'énormes dangers pour la santé, notamment avec la croissance de l'obésité. L'obésité dépasse les 40% de la population et augmente. Cela s'est vu dans notre mode de vie qui a évolué. En 1960, la distance moyenne parcourue par personne était de 10 km par jour. Aujourd'hui, cela a bien diminué. On en est à moins de 400 mètres parcourus. L'obésité est un phénomène global. Cook Islands jusqu'à presque 70%, le Koweït
44%, US 42%, l'Australie 31%, et vous voyez jusqu'au Japon qui est, dans les pays asiatiques en général, moins affecté par ce phénomène. L'OMS a marqué ce problème et noté que l'obésité mondiale a triplé depuis 1975. Vous avez vu ça sur les chiffres. En 2016, plus de 1,9 milliard d'adultes, 39%, étaient obèses ou en surpoids. 340 millions d'enfants et adolescents âgés de 5 à 19 ans étaient en surpoids ou obèses en 2016. Ces chiffres sont remarquables. Mais l'obésité est normalement évitable. Donc l'OMS a fait quelques recommandations. Donc c'était les 150 minutes d'exercice par semaine ou 75 minutes très intensifs ou les fameux 10 000 pas nécessaires par jour. Le Lancet, entre autres, a noté des études avec la mortalité excessive des personnes assises plus de 8 heures. La sédentarité induit les calculs, l'asthme, le cancer, les triglycérides, la constipation, l'ombalgie, etc. Donc, nombreuses études montrent que l'exercice est favorable. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par exercice? Il y en a trois formes qu'on pourrait différencier. La première, c'est l'endurance, qui implique une fréquence cardiaque vers les 120 battements par minute. Le faire au moins 45 minutes, et forcément la fréquence en fonction de l'âge. C'est comme faire son jogging, marcher, la natation, du vélo, tranquillement. La deuxième façon, c'est plus de la résistance, dont la fréquence cardiaque augmenterait jusqu'à 140 à 160 battements par minute pour une personne normale. Ce qui veut dire moins longtemps, donc des répétitions. Plus de fréquence, plus de répétitions équivaut à un meilleur entraînement. C'est de l'entraînement normal, hein, fractionné, fartlek, HIIT, High Intensity Interval Training, entre autres. La troisième façon, c'est de la vitesse, donc une fréquence cardiaque maximum en fonction de l'âge et une vitesse maximale si possible. Mais en général, des poussées de 10 à 20 secondes, pas plus, donc en anaérobie, avec beaucoup de repos entre chaque. C'est tout ce qu'on fait dans la musculation, les sprints, dans beaucoup de sports. L'exercice peut venir en de nombreuses formes, hein, natation, gymnastique, course, marche, musculation, cyclisme, et des formes plus modernes maintenant, comme l'aquagym, le yoga, les fractionnés, le crossfit, nage en eau libre, etc. L'exercice se mesure. Le VO2 max est une de ces mesures. C'est la quantité maximale que les poumons et le cœur peuvent distribuer aux muscles. Ça a tendance à diminuer de 10% par décennie et plus rapidement après 70 ans. Et ça devrait être un signe vital comme la température, la tension, la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire. Les artères aussi raidissent avec l'âge. Les athlètes s'entraînant 6 à 7 fois par semaine vigoureusement réduisent ces effets. Maintenant que nous savons que l'exercice est potentiellement bon pour la santé et aide à vieillir pour vivre plus longtemps avec la plupart des capacités, pourquoi en est-il ainsi? Que se passe-t-il dans notre corps qui signifie que l'exercice nous aide à devenir et à rester en bonne santé? Commençons par les mitochondries. Ce sont les piles à combustible de nos cellules et de tout notre corps. Ce sont ces petites organelles dans chacune de ces cellules. C'est un élément crucial de toutes ces cellules. Généralement, les muscles ont besoin d'énergie pour permettre des mouvements en une seconde. Les mitochondries régulent l'activité métabolique de la cellule ou favorisent la multiplication et la croissance cellulaire. Les mitochondries produisent de l'énergie stockée dans une petite molécule appelée adénosine triphosphate, ATP. Il aide ainsi l'utilisation du glucose en aérobie ou signale une augmentation de la fréquence cardiaque en aérobie. Il est clair que le nombre de mitochondries augmente grâce à l'utilisation par l'exercice avec PGC1, qui est crucial pour maintenir l'équilibre métabolique dans les situations difficiles, prévenir les maladies chroniques telles que l'atrophie des muscles squelettiques, l'insuffisance cardiaque, la neurodégénérescence, l'obésité, le diabète, la stéatose hépatique. Un exercice intense, régulier,
peut générer le doublement des mitochondries, en particulier sur les muscles sollicités. On voit ici les bénéfices d'un entraînement intensif, donc, et fractionné ou d'exercices de haute intensité. Les muscles maintenant, il existe trois types de fibres musculaires, rouges, rouges pâles et blanches. Les rouges sont destinées à l'endurance et contiennent beaucoup de mitochondries. Les blanches, beaucoup moins et sont rapides et pour la puissance. Et le rouge pâle sont entre les deux. Les études plus récentes ont montré que les fibres musculaires créent des myokines qui renforcent le système immunitaire tout en réparant les tissus. Ils génèrent également des hormones, notamment l'interleukine 6 et le facteur de croissance endothéliale vasculaire, VEGF, qui crée les capillaires, et le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, le BDNF, crucial pour la plasticité neuronale, donc la mémoire ou l'apprentissage. Les os. L'exercice ne renforce pas les os, mais le tonus musculaire réduit la fréquence des fractures osseuses, apparemment 41% de réduction. Ils sont source de minéraux pour tout l'organisme et d'hormones comme l'ostéoclacine, régulation du glucose, ou de IGF-1 pour l'insuline. Les personnes plus jeunes peuvent remodeler entièrement leurs os et leur densité osseuse. Après, il faut 10 ans pour reconstruire les os. Ce processus se ralentit après 40 ans. Il était noté que de vieilles souris injectées avec l'ostéoclacine courent plus vite que les jeunes souris. Les muscles forts aident les os à se renforcer et l'IGF 1 et 2 sont impliqués. Le cerveau. Le cerveau rétrécit avec l'âge, on pensait. Mais une étude en 1995 a montré que l'exercice intense, la bonne respiration, la personnalité sont les principaux facteurs cognitifs avec l'âge. L'activité physique est le premier facteur de risque modifiable pour Alzheimer. En 70, on a noté une meilleure temps de réaction avec les gens qui faisaient l'exercice. Et en 80, la capacité cognitive bien supérieure si l'exercice régulier. De nombreuses études en Finlande, en Italie, aux Pays-Bas ont montré un déclin cognitif ralenti avec de l'exercice. Et d'autres nombreuses études ont montré tout ça. Les niveaux de GABA et glutamate sont renforcés après 20 minutes d'exercice. L'acide GABA, gamma-aminobutyrique, inhibite la neurotransmission et réduit ainsi le stress, l'anxiété et aide à dormir. Le glutamate fait le contraire. Un cerveau qui fonctionne a besoin d'un bon équilibre entre les deux. Pour la maladie d'Alzheimer, des plaques amyloïdes se forment et s'accumulent avec une accumulation du bêta-amyloïde qui finit par bloquer les connexions neuronales. Ces plaques semblent diminuer avec l'exercice. La circulation sanguine est généralement très bénéfique et stimule le cerveau, mais cela s'arrête après la réduction de l'exercice. Une nouvelle étude suédoise a changé toutes les idées préconçues sur le cerveau. Ils ont découvert que jusqu'à 700 nouveaux neurones par jour sont créés tout au long de la vie, pas comme avant, comme on pensait que le cerveau se rétrécissait. Encore le BDNF, Brain Derived Nerve Growth Factor, s'il est élevé, stimule les neurones existants, les synapses et autres, et on sait que l'exercice augmente le niveau de BDNF. Il faut discuter de la dépression, c'est le facteur principal d'invalidité au monde. Les endocriniens, les endocannabinoïdes, jouent un rôle contre l'anxiété et l'exercice fait monter ces niveaux avec BDNF. Il est donc possible que le fonctionnement de nos ancêtres ait contribué au développement du cerveau avec ce BDNF. Le même site de l'hippocampe pour la mémoire et l'apprentissage qui est sensible au BDNF aussi, et au VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor, qui crée des vaisseaux sanguins, tous stimulés par l'exercice. Un minimum d'exercice serait nécessaire. On parle de 3 fois 45 minutes par semaine et au mieux 5 fois 60 minutes pour obtenir des résultats meilleurs. Très surprenant, le microbiome est impliqué aussi. L'exercice semble accélérer la digestion, d'où une réduction des cancers de l'estomac ou du côlon. Plus le microbiome est diversifié, meilleure est la santé. Et encore une fois, l'exercice semble augmenter la diversité, même avec le même régime alimentaire.
Le système immunitaire est aussi impliqué avec l'exercice. Cela inclut la production de cytokines et la réduction en chaîne des cellules T et B des lymphocytes. Une activité quotidienne de 20 minutes suffit, mais tous les jours. En cas de surpoids, la graisse viscérale crée une inflammation chronique, résistance à l'insuline. La CRP, C-reactive protein, marque l'inflammation. L'exercice entraîne une réduction, donc moins d'inflammation. Les cyclistes plus âgés avaient des cellules T, avaient plus de cellules T que les cyclistes plus jeunes. L'exercice semble atténuer l'inflammation chronique et améliore la suppression de l'inflammation, y compris l'interleukine 6, encore une fois. Les cancers, avec l'exercice, le cancer du poumon, du sein, de l'intestin, de la prostate représentent 40% des cancers détectés. Les cancers du poumon, du foie, de l'estomac et de l'intestin, 40% des décès. Une étude sur 1,4 million de personnes montrait une réduction de 20% des cancers avec une activité physique régulière. Une réduction de 20 à 30% du cancer du sein avec des exercices quotidiens intensifs de 60 minutes. Pour les femmes, l'exercice réduit la graisse qui produit des estrogènes cancérigènes. De plus, l'exercice semble augmenter les chances de survie si vous devez subir une chimiothérapie. Et l'obésité, dans les deux cas, ont des effets directs sur le cancer. Les télomères sont la partie finale de la séquence d'ADN qui se répète plusieurs fois avec TTA, GGG ou AATT, CCC par exemple. Mais à quoi servent-ils? S'ils sont trop courts, 80% de risque cardiovasculaire de plus. S'il n'y a plus de télomères, la cellule meurt. À la naissance, il existe 10 000 couples de télomères, plus que 7 500 à 35 ans et 4 800 à 65 ans. L'étude de Tucker, portant sur 6 000 adultes, a montré que ceux qui faisaient de l'exercice avaient des télomères plus longs, correspondant à 9 années de vie supplémentaire. Mais pourquoi? La télomérase est l'enzyme responsable du maintien de la longueur des télomères. La télomérase est stimulée par l'exercice. Réduction de l'inflammation, réduit le stress oxydatif. Finalement, la télomérase induit des cancers car les cellules ne meurent pas, mais celle due à l'exercice est de courte durée, tandis que la télomérase des cellules cancéreuses est permanente. Les cellules souches maintenant, elles existent en différentes formes, omnipotentes, pluripotentes, unipotentes, etc. Ce sont les cellules qui réparent notre corps. Elles sont généralement contenues dans la moelle épinière, mais présentes dans tous les organes. Stimulées par un exercice intensif, elles ont un pic de 15 minutes dans le sang. On a noté aussi que les souris plus âgées qui font de l'exercice ont plus de cellules souches que les souris plus jeunes qui n'en font pas. Voilà, nous savons maintenant que l'exercice est bon pour notre santé et aide à vieillir plus longtemps et avec plus de capacité plus longtemps. Mais est-ce de la biologie ou simplement de la chimie? Bien sûr, nous avons essayé chimiquement à reproduire les effets bénéfiques de l'exercice. De nombreuses molécules, rapamycine, mTOR, métamorphine, etc., ont été étudiées pour établir si cette chimie pourrait correspondre aux bénéfices de l'exercice. Pour notre santé, nous savons qu'une bonne alimentation est nécessaire, un certain bonheur, et de l'exercice qui est biologiquement nécessaire. Mais combien devrions-nous en faire? Il a été noté que peut-être 150 minutes par semaine d'intensité modérée ou 75 minutes intensifs en aérobie vigoureuse, au moins 10 minutes à la fois, et même pour un meilleur bénéfice, 5 heures ou 2,5 intensives, plus un renforcement musculaire 2 fois par semaine serait très approprié. Pour information, quand on parle d'exercice modéré ou intensif, un exercice modéré signifie respirer fort, mais être capable de parler et être à 50 ou 70% de la fréquence cardiaque maximale. Pour un exercice vigoureux, cela signifie respirer fort sans pouvoir parler et transpirer au moins après 10 minutes, avec une fréquence cardiaque de 70 à 85% du maximum. Le VO2 max devrait être un signe vital. Il s'agit du taux le plus élevé auquel votre corps peut fournir de l'oxygène à vos muscles.
Une autre question importante, c'est à quelle vitesse la perd-on? Une semaine d'inactivité et vous perdez votre forme cardiovasculaire et 2 semaines pour la puissance musculaire. La capacité d'endurance aérobie diminue de 25% après 3 à 5 semaines. La perte musculaire peut prendre plus de temps, mais elle diminue également. Cependant, la force musculaire acquise au fil du temps aura un effet pendant des années. Cependant, lorsque vous perdez votre capacité aérobie, vous perdez aussi sur d'autres fronts comme la tension artérielle, le cholestérol ou la glycémie. Les fractionnés, le HIIT, il s'agit essentiellement d'un entraînement par intervalle. Euh, Comme information, une mesure, le protocole Wingate, dans les années 70 a été établi. Il faisait état de 30 secondes d'effort total maximum pour 4 minutes de repos. Et une répétition 4 à 6 fois et environ 3 séances par semaine. L'IMC est une bonne mesure de la forme physique, sachant toujours que les muscles pèsent plus que la graisse. Il n'y a pas vraiment de risque de faire l'exercice, 26 conditions ont été examinées et aucune n'a résulté à des contre-indications. Apparemment, il n'y a pas de danger de faire trop d'exercices. Des personnes faisant 10 fois les montants prévus n'ont pas eu de problème immédiat. Et il n'y a pas de risque, les 26 conditions mentionnées n'ont pas indiqué de contre-indication. On peut faire même de l'exercice quand on est malade, pas trop bien sûr, quand on n'a pas de fièvre, puisque l'exercice stimule la circulation et donc le système immunitaire. Pendant la grossesse également, c'est très indiqué, et la ménopause, en réduisant quelques pathologies. On sait aussi que les crampes peuvent survenir, mais elles ne proviennent pas de la déshydratation comme on croyait, ou d'une compression nerveuse due à un apport sanguin insuffisant, ou d'un déséquilibre magnésium, potassium, sodium, comme on le pensait auparavant. Dernièrement, on pense qu'il s'agit d'une surexploitation de la communication entre les nerfs et le muscle. Les douleurs musculaires après l'exercice sont presque normales. Il s'agit de douleurs musculaires à apparition retardée, c'est DOMS. Cela vient du fait que le muscle s'allonge à mesure qu'il se contracte. Il s'agit d'une petite déchirure musculaire. D'autres informations importantes, la graisse et l'exercice. La graisse sous-cutanée sous notre peau est inoffensive. La graisse viscérale, par contre, dans nos organes, peut sécréter des produits biochimiques qui augmentent l'inflammation et la résistance à l'insuline. Il s'agit de la graisse brune qui est généralement bonne, car elle crée de la chaleur. Les enfants ont généralement plus de graines brunes que les adultes, mais l'exercice la transforme en graisse blanche, la graisse blanche en brune. L'irysine, produite par les muscles qui travaillent, contribue à ce processus. Faire de l'exercice et perdre du poids, cela aide, mais il faut beaucoup d'exercice pour perdre du poids. En théorie, si vous brûlez plus de calories que vous n'en mangez, vous perdez du poids. Mais marcher à un bon rythme pendant 1 heure brûle 255 calories, soit une bonne tranche de pain. Donc ça doit être associé avec un régime. La caféine augmente les performances. Oui, la caféine augmente la capacité maximale en oxygène et améliore la vitesse, la puissance pendant les courses. À des doses élevées, ont un effet important, mais pas faible dose. L'exercice améliore la vision, paraît-il, et réduit les problèmes de glaucome, de cataracte et de DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. Cela est dû au BDNF encore, qui stimule les cellules cérébrales. L'exercice n'est pas très bien pour les dents, puisque l'exercice modifie le niveau alcalin de la salive et favorise les caries dentaires. Voilà, il y a donc beaucoup d'avantages et très peu d'inconvénients à faire de l'exercice, et apparemment c'est assez nécessaire. Voilà, nous avons fait le tour de ce qui est nécessaire et nous avons découvert donc, ou le savions déjà, qu'une bonne alimentation est nécessaire, un peu de bonheur et de réduction du stress améliore la santé également, et surtout l'exercice contribue grandement à une santé bonne et continuelle et de longue durée. Donc en résumé, nous savons que le corps se répare tout seul grâce à l'exercice, que dans la plupart des cas, les maladies se guérissent et sont ceci grâce aussi à un exercice régulier et parfois intensif. L'exercice est dans nos gènes. Nous sommes faits pour courir de l'endurance et nous avons survécu et nous avons évolué
grâce à un certain mode d'exercice continuel. Il faut faire de l'exercice, mais suffisamment et sous diverses formes. Donc on a démontré l'endurance, un peu de résistance et de vitesse. La combinaison des trois et de la musculation si possible est nécessaire. Mais malgré tout, nous vieillirons. Mais peut-être en meilleure santé, plus longtemps et plus productif pour la société et peut-être pour notre famille également. Voilà, j'espère que Farlight a pu vous apporter quelques réponses à vos questions et proposer des solutions adéquates. Nous espérons vous revoir sur une prochaine série de vidéos et donc à bientôt.